Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup Aurélien, merci au comité d'organisation de m'avoir convié aujourd'hui. Un merci particulier à Romain Taton. Voilà. Je suis très heureuse d'être ici dans cette belle salle de sport. Heureusement, on m'a pas demandé de faire du sport, c'est mieux pour tout le monde. Mais moi, je vais vous demander de vous lever là tout de suite parce que je veux remobiliser vos capacités intentionnelles. 4 interventions de suite, c'est trop. Donc debout. Voilà. Vous avez le droit de bouger. Ok. Maintenant, vous pouvez vous asseoir et m'écouter. Voilà. Alors, dissensorialité. Et si vous étiez également concerné? Une petite diapo qu'on aime bien passer avec Romain en général. Estimez-vous que plus de 50% des personnes que vous accompagnez présentent des particularités sensorielles? Alors, à votre avis? Oui, oui, je pense. Et puis Lauriane a un peu spolié le truc, elle a donné la prévalence tout à l'heure. Donc, en tout cas, quand on étudie les prévalences au travers de la littérature, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, 90% des personnes avec TSA seraient concernées par des particularités de traitement sensoriel. On estimerait que 70% des personnes avec troubles du neurodéveloppement présenteraient des particularités de traitement sensoriel. Donc on voit bien que ce n'est pas spécifique à l'autisme et que ça concerne également d'autres TND avec un focus particulier sur les personnes qui présentent un trouble du déficit de l'attention et l'hyperactivité, puisqu'on serait à un taux de prévalence d'environ 60%. Donc c'est quand même très conséquent. Et 5 à 15%, alors donc là on a des variabilités suivant les études, mais 5 à 15% en population générale. Donc je sais que vous avez des particularités sensorielles, voilà. Vous et moi on le sait, mais on n'est pas obligé de tout dire aujourd'hui. Les impacts des troubles du traitement sensoriel, on en a un petit peu parlé, en tout cas au cours des précédentes interventions, des difficultés d'adaptation à l'environnement, certes, une entrave à l'expression des compétences. On a vu que des compétences sous-jacentes peuvent exister, mais ne vont pas forcément s'exprimer dans un environnement sensoriel inadapté. Des problèmes d'apprentissage et de performance scolaire, de coordination motrice, de tonus, du langage, mais ça peut aller jusqu'à des troubles du comportement qui peuvent être extrêmement sévères, puisque quand on regarde les données au niveau de la Haute Autorité de Santé, on estime qu'à peu près 50% des adultes autistes qui présentent des automutilations présenteraient des troubles d'intégration sensorielle. Des modifications physiologiques et psychologiques au niveau du tonus, ça entraîne de la fatigue, du stress, de l'anxiété. Je sais que vous n'en pouvez plus d'être assis sur ces chaises. Moi non plus, j'ai la chance d'être debout maintenant, au moment où je vous parle. 4 fois de plus de problèmes émotionnels chez les personnes qui présentent également des troubles de traitement sensoriel. Et puis des impacts négatifs évidemment sur la participation sociale. Je vais vous parler là un petit focus sur l'ESA, une adaptation donc, chez l'enfant et l'adolescent, puisque c'est un outil que j'avais d'abord élaboré pour les adultes autistes avec autisme sévère et handicap intellectuel associé autour de ma thèse de doctorat, sous la direction de Marion Wolf et du professeur Jean-Louis Adrien, qui m'ont fait l'honneur de continuer ce travail avec moi. Donc ça fait 14 ans que je travaille avec eux, je les remercie beaucoup. Qu'on travaille ensemble et qu'on se nourrit de nos échanges et puis qu'on a entamé donc il y a 2-3 ans une étude de validation donc de l'ESA chez l'enfant et l'adolescent. Description de l'outil. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher avec l'ESA-LEA déjà, il faut savoir qu'on va évaluer la réactivité sensorielle et non pas la sensibilité des personnes accompagnées. Donc, on va se baser essentiellement sur une observation comportementale des personnes qu'on accompagne. On va rechercher les vulnérabilités sensorielles, certes, qu'est-ce qui fait gêne, qu'est-ce qui fait trouble sensoriel, qu'est-ce qui constitue des aversions, mais pas que. L'idée, et on en a parlé précédemment dans les interventions, c'est aussi, et surtout peut-être, j'ai envie de dire, d'identifier les forces sensorielles et les intérêts sensoriels des personnes. Quelles sont les stimulations, effectivement, qui vont constituer des préférences sensorielles pour la personne ou qui vont avoir des effets d'apaisement pour elle. Avec l'ESA-EA, on va avoir un profil sensoriel global qui va nous permettre d'avoir un repère quant à la sévérité des troubles sensoriels de la personne qui est évaluée. On va avoir donc un niveau de sévérité global de ces perturbations et puis par modalité sensorielle également, quel est le niveau de perturbation pour chaque modalité évaluée.
J'aime concevoir l'ESA comme un outil d'animation environnementale pour un usage interdisciplinaire. On parlait tout à l'heure du fait de sensibiliser, de former les accompagnants du quotidien. J'ai envie de dire, l'ESA, au-delà même de l'évaluation et des résultats de l'évaluation, ce qui m'intéresse dans la dynamique, c'est d'engager des regards croisés autour du profil sensoriel de la personne. Et je suis convaincue, et encore plus avec 14 ans de recul, que déjà, s'interroger sur les particularités sensorielles de la personne, ça va être modifier la manière dont on l'accompagne. Et en tout cas, on va être plus attentif à ses réactivités au quotidien. Et je vois tous les jours des professionnels de terrain, finalement, faire des observations extrêmement fines, extrêmement précises sur les réactivités sensorielles, ou en tout cas des hypothèses qu'on peut faire sur la réactivité comportementale de la personne face aux stimulations de l'environnement. L'ESA comporte 8 items. Mon objectif avec cette échelle, c'était d'avoir un outil simple, accessible, fonctionnel, qui nous permette d'avoir une représentation globale du profil sensoriel de la personne. Donc on n'est pas dans une recherche d'exhaustivité. Donc l'idée, c'était d'avoir un outil qui soit aussi rapide à utiliser et qui nous permette d'avoir une évaluation de base du profil sensoriel de la personne. Alors bien sûr, on n'aura pas tous les éléments de réponse, mais on aura ce qu'on appelle une ligne de base qui va nous permettre ensuite de proposer des interventions dont on va évaluer l'efficacité au fur et à mesure, finalement, des observations qu'on va faire dans la vie quotidienne. Donc, dans l'ESA, 8 items, un pour chaque modalité sensorielle, les 5 sens classiques que vous connaissez, mais également, on en a parlé, les modalités proprioceptives et vestibulaires qui vont être évaluées. Donc, la proprioception, c'est tout ce qui est perception du tonus, des articulations. Et puis, la perception vestibulaire, ça va être la perception de l'équilibre et du mouvement. Et on va avoir un 8e item qui est un peu la représentation qu'on a de la réactivité générale de la personne qu'on accompagne. Donc, ce n'est pas une moyenne des autres réactivités sensorielles, c'est vraiment quelle image nous renvoie la personne sur sa réactivité comportementale globale. 2 modalités de passation dans l'ESA, et ça, j'y tenais beaucoup parce qu'aucun outil ne le proposait auparavant. L'idée, c'était de pouvoir croiser à la fois une évaluation directe, c'est-à-dire un temps d'évaluation spécifique qui est mené avec la personne, avec un kit sensoriel, une mallette sensorielle. On va lui faire des propositions sensorielles au cours d'une séance d'évaluation. Et on va croiser ça avec une évaluation indirecte, c'est-à-dire que là, on va interroger des personnes de l'entourage qui côtoient la personne avec TSA dans sa vie quotidienne. Donc ça peut être les parents, ça peut être les enseignants, ça peut être des éducateurs, enfin toutes les personnes qui la connaissent très bien et qui vont nous rapporter ce qu'elles ont pu observer dans la vie de tous les jours sur des situations de vie quotidienne. L'évaluation directe va consister à proposer des objets aux propriétés sensorielles contrastées. Donc parfois on me dit mais pourquoi avoir choisi cet objet plutôt que celui-là ? J'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas, j'ai pas raison de dire que cet objet est plus valable qu'un autre. Mais ce qui est intéressant, c'est la globalité, c'est d'avoir un kit standardisé, c'est-à-dire qu'on va proposer le même outil à la personne et on va pouvoir du coup évaluer aussi l'évolution de sa réactivité au fil du temps. Et on va pouvoir comparer aussi sa réactivité sensorielle, peut-être avec d'autres personnes qu'on accompagne, pour nous permettre d'identifier quelles sont les personnes les plus vulnérables sur le plan sensoriel, quelles sont celles qui, au contraire, ont plus de possibilités d'adaptation. Donc voilà, ça a été un kit qui a été constitué comme ça. Parfois, on me dit, j'ai rajouté ça, ça, ça. Non, c'est pas la dynamique, parce que l'idée, c'est pas de passer 3 heures à l'évaluation, sinon on perd finalement l'enjeu de l'évaluation, de se dire qu'on a un outil simple et rapide et accessible à utiliser. Bien sûr, on pourra compléter, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une évaluation initiale avec, là, mon objectif aussi, c'est que ce soit un outil utilisable par toutes les personnes qui s'intéressent un peu à la sensorialité, qui ont envie de se former à l'utilisation de l'outil, et donc qui peuvent rentrer dans la démarche d'évaluation. Et bien sûr, on pourra compléter cette évaluation par un regard plus expert, j'ai envie de dire, avec des professionnels ressources, comme les psychomotriciens et les ergothérapeutes, qui ont une formation spécifique complémentaire, qui va pouvoir enrichir le bilan qui est proposé aussi lors de l'ESA. Donc on va proposer des mises en situation de l'enfant et de l'adolescent par le biais de stimulations sensorielles qui vont constituer réellement des supports à la relation. Et moi j'aime bien cette idée-là, de se dire qu'on peut utiliser des médiateurs qui vont intéresser l'enfant, l'adolescent, l'adulte, et qu'on va proposer un temps d'attention particulière à l'enfant, l'adolescent. L'idée, c'est un principe de disponibilité, et on va vraiment être dans un temps d'échange autour de médiateurs sensoriels. L'évaluation indirecte, elle, consiste là à réunir finalement, à croiser les observations qu'on a pu faire autour de la personne dans sa vie de tous les jours, donc par rapport à des situations de vie quotidienne, les repas, les soins personnels, etc.
Et on va essayer d'avoir un consensus finalement sur les réactivités observées. Et si on n'en a pas, c'est pas grave, on peut aussi se laisser plus de temps pour observer et évaluer dans un temps différent, puisqu'on sait que le profil sensoriel n'est pas forcément stable aussi dans tous les environnements. L'étalonnage de l'ESA-EA a duré un peu de temps, mais ça y est, on a fini les études de validation. On a pu inclure 100 enfants et adolescents avec TSA, 22 enfants et adolescents neurotypiques âgés de 2 à 17 ans, une étude multicentrique qui a impliqué des structures sanitaires, médico-sociales, des partenaires libéraux. Je remercie d'ailleurs un certain nombre de professionnels, j'imagine, qui sont dans cette salle et qui ont participé à l'étude et au recueil des données et sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous en parler. Donc, merci de leur collaboration. Et pour chaque enfant, une évaluation diagnostique avec des outils recommandés, ADI, IADOS, une évaluation cognitive avec des outils également standardisés, validés, une évaluation des comportements socio-adaptatifs avec la Vineland 2, et puis passation de l'ESA, direct et indirect. Donc, vous voyez, ça a été un petit peu de travail pour les équipes qui se sont engagées dans cette collaboration. Donc voilà toutes les structures qui ont participé à l'étude. Bon, le CRA Haute-Normandie, ou je ne sais plus trop comment l'appeler, mais en tout cas, le CRA d'ici a été très moteur et très actif dans la démarche. Merci Romain, merci à Céline Martineau, psychologue, qui a aussi contribué à réaliser ces passations. Et puis, merci à toutes les équipes, encore une fois. La population, donc 100 enfants avec TSA, est, comme vous voyez, une surreprésentation des garçons, 81% de garçons, 19% de filles. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est souvent finalement un peu les ratios qu'on a en établissement. Donc forcément, j'ai un petit peu moins de données sur les profils sensoriels chez la fille, et on sait qu'elles sont moins diagnostiquées, hein, donc c'est assez cohérent. Une répartition par classe d'âge, vous voyez, assez équivalente, dans des proportions équivalentes pour les 2-5 ans, 6-9 ans, 10-14 ans, et une population un petit peu moins représentée sur les 15-17 ans. Des troubles légers à modérés au niveau de la sévérité, des troubles autistiques plus présents chez les garçons, et des troubles sévères plus présents chez les filles, comme vous le constatez ici sur les graphiques. Au niveau des comorbidités, on a eu surtout des enfants et des adolescents qui présentaient un TDI, un trouble du développement intellectuel associé à l'autisme, et puis pour un certain nombre également, le TDAH associé au TSA, un trouble des coordinations motrices, que 16% des personnes, des enfants et des adolescents ne présentaient une absence de comorbidité. Au niveau de l'étude des scores sensoriels, ce qu'on a eu, alors on l'a fait sur 100 sujets, il y a un sujet pour lequel qu'on a dû exclure de l'étude parce qu'on n'avait pas toutes les données. Donc ce qu'on peut voir, une valeur modale, un score moyen à 11, un seul sujet avec une absence de perturbation sensorielle, et puis sinon des proportions assez équivalentes. 41% des enfants et des adolescents évalués présentaient un profil légèrement à moyennement perturbé, pour 59% des enfants et des adolescents avec un profil sévèrement perturbé. On a étudié également les relations entre le genre, l'âge et le score total de sévérité des perturbations sensorielles. Au niveau du genre, on n'a pas eu de différence significative, donc pas de différence entre finalement les manifestations sensorielles chez le garçon et chez la fille, mais donc une surreprésentation chez les garçons, comme je vous le disais. Au niveau de l'âge, on a eu un effet notable sur les scores, puisque les plus jeunes enfants sont ceux aussi qui ont obtenu le score le plus sévère de sévérité sensorielle, avec des perturbations donc plus sévères que leurs aînés. Le trouble du développement intellectuel également, on a eu un effet significatif selon la sévérité du trouble du développement intellectuel. Plus le trouble du développement intellectuel est sévère, plus les scores moyens de perturbations sensorielles augmentent aussi. Concernant la validité et les qualités psychométriques de l'ESA, on est très content parce qu'on a eu des qualités psychométriques qui sont très bonnes. Au niveau on a fait des évaluations test-retest, on a testé la fidélité interjuge, intermodalité, puis on a mis en œuvre donc, des analyses géométriques des données, des analyses factorielles qui nous ont permis
eh bien, de montrer une très bonne fidélité de l'outil, une bonne validité structurelle de l'outil avec un poids des items intéressant. Et puis, on a pu mettre en évidence, à partir des analyses statistiques, 3 sous-groupes pour les enfants les plus perturbés au plan sensoriel, c'est-à-dire chez ceux qui étaient les plus perturbés, donc les 59%, on a 3 typologies sensorielles particulières qui se dégagent. Un sous-groupe d'enfants qui présente plutôt des particularités au niveau olfactif et gustatif, un deuxième sous-groupe avec des perturbations plutôt au niveau auditif et vestibulaire, et un troisième sous-groupe qui présente plutôt des particularités au niveau proprioceptif, tactile et visuel. Ça ne veut pas dire que tous les enfants rentreraient dans cette typologie, mais en tout cas, ça peut nous donner des tendances générales qui seraient intéressantes à observer dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. Illustration clinique, j'ai encore un petit peu de temps ou ça va ? 5 minutes, ça va le faire. Je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais je vous montre un extrait. Ah non, ou pas. Un extrait d'évaluation pour que vous voyez un petit peu la dynamique. Alors, je remercie Astrid Bélanger, qui est peut-être dans cette salle, ou pas, mais en tout cas, une psychomotricienne avec laquelle j'ai eu la chance de travailler et qui a accepté de faire ce film. Donc, vous voyez, l'idée, en tout cas, c'est de proposer les objets sensoriels, de préférence un à un, ou en tout cas, au fur et à mesure, modalité par modalité, dans une salle qui soit la plus épurée possible sur le plan sensoriel. Et puis, avec ces propositions, on va observer la manière dont l'enfant va réagir. Est-ce qu'il va être intéressé par certains objets, certaines stimulations? Au contraire, est-ce qu'il va avoir des gênes par rapport à certaines propositions sensorielles? Et l'idée, ça va être, j'aime bien dire, tirer des fils, essayer de dégager finalement des tendances chez l'enfant, l'adolescent qui va être évalué. Donc on a des objets sensoriels pour toutes les modalités sensorielles. Là, vous avez des extraits, c'est juste pour vous montrer la dynamique d'évaluation. Mais voilà, on a 6-7 objets par modalité et on a une séance d'évaluation qui dure à peu près une demi-heure par enfant. Comment je sors de là? Voilà. Donc pour Enzo, en tout cas, là vous avez vu ce petit garçon, Enzo, qui a été évalué, ce qui nous a permis de montrer, après on va coter chaque item. On a un profil sensoriel, vous voyez, sévèrement perturbé chez Enzo, avec un score ici de 13, une prédominance des hyporéactivités, qui s'exprime par beaucoup de recherches sensorielles et d'autostimulation chez Enzo. Et l'idée, à partir de cette évaluation sensorielle, c'est de pouvoir construire un plan d'accompagnement sensoriel personnalisé qui va comprendre un certain nombre d'aménagements et d'actions définies qui vont être mis en œuvre dans le quotidien pour chaque modalité sensorielle identifiée comme modalité cible. Donc là, vous avez un exemple de plan d'accompagnement sensoriel personnalisé pour Enzo. On ne va pas forcément avoir des propositions pour toutes les modalités sensorielles. On va peut-être aussi prioriser pour favoriser ensuite la cohérence justement des actions qui vont être proposées auprès de l'enfant. Mais l'idée, ça va être d'essayer de dégager quelles seraient les adaptations environnementales qui seraient nécessaires dans l'accompagnement de l'enfant, quelles sont les stimulations qui sont à proposer pour enrichir finalement son quotidien en stimulation sensorielle et répondre à ses besoins sensoriels, quelles sont les précautions à prendre au quotidien dans son accompagnement et le contexte de mise en œuvre, c'est-à-dire quels sont les lieux, moments et activités pendant lesquels on va proposer ces stimulations ou au contraire diminuer les stimulations proposées. Les apports de l'ESA et EA au niveau de l'évaluation sensorielle, eh bien, évidemment, c'est pouvoir mieux comprendre le profil sensoriel de l'enfant et de l'adolescent, et avec l'ESA pour enfants, adolescents et adultes, de pouvoir suivre l'évolution des particularités sensorielles tout au long de la vie, puisqu'on sait que la trajectoire sensorielle n'est pas stable au cours du temps, et de pouvoir, en conséquence, déterminer, élaborer des projets de remédiation sensorielle et d'adaptation environnementale, avec, in fine, peut-être une prévention de l'apparition des troubles du comportement, en tout cas ceux qui sont liés à des problématiques sensorielles, puisque, on l'a vu, ça arrive très fréquemment. Et puis, l'ESA va être utilisé dans une démarche interdisciplinaire, une démarche d'animation environnementale pour une meilleure adaptation de l'environnement et une meilleure identification de ces profils singuliers. Ce qu'on vise, évidemment, c'est une meilleure qualité de vie pour les personnes accompagnées. Une version adulte, je vous le disais, disponible depuis 2019. Et je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent dans ce projet, notamment Marion Wolf, le professeur Adrien, Romain Taton, qui a
vraiment, qui m'a aidée de jour comme de nuit, le week-end, les jours fériés. Voilà, quand il s'ennuyait, j'avais toujours quelque chose à lui proposer. Mais il s'ennuie pas souvent, je vous rassure. Mais en tout cas, il m'a beaucoup aidée. Et vraiment, merci Romain. Et merci à vous de votre attention.